Bonjour à tous. On m'a signalé de rectifier une erreur qui s'était glissée dans le diaporama à l'instant et qui indiquait que la scène de théâtre de ce soir aurait lieu à la Cité du Livre. Ce n'est pas le cas. Elle aura lieu, comme les 2 jours précédents, à Sainte-Catherine-de-Sienne. Et la lecture de Dominique Sampiero par Pierre-François Garel de Ne dites plus jamais c'est triste, comme hier soir, aura lieu à l'hôtel de Caumont. Donc rien n'est changé sur les lieux habituels du festival. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la 3e conférence de cette édition autour du rire, qui a comme sujet vaste, ambitieux et polémique, de répondre à la question, non moins vaste, ambitieuse et polémique, de savoir si l'on peut rire de tout et de savoir si l'on peut encore rire de tout. On peut rire de tout, bien sûr, c'est la phrase fameuse de Pierre Desproges qui ajoutait « mais pas avec n'importe qui ». Dire cela, c'est déjà, et on peut peut-être le mettre en exergue en ouverture, s'interroger sur la possibilité de rire de tout, c'est déjà marquer une différence avec des époques antérieures ou avec des pays étrangers, puisque du temps de la censure royale, on pense par exemple à Daumier, la question ne se posait tout simplement pas, et dans un grand nombre de pays encore aujourd'hui, la question ne pourrait pas se poser. Ce qui veut dire que quelle que soit la situation à laquelle nous sommes soumises, elle est déjà privilégiée par rapport à d'autres sociétés. Peut-on rire de tout? Donc question dans l'absolu, question sur le fondamental, et puis peut-on encore rire de tout? Question sur notre actualité, sur les évolutions de notre société, sur une éventuelle injonction à l'humour, ou au contraire une exacerbation des susceptibilités et une forme de censure, voire d'autocensure malicieuse qui se glisserait dans les médias, qui se glisserait dans l'espace public. Pour cette discussion, nous avons le grand plaisir d'accueillir Patrick Charodeau, qui est linguiste, professeur émérite à l'Université de Paris 8, fondateur du Centre d'analyse du discours de l'Université Paris 8 et actuellement chercheur au laboratoire communication et politique du Centre national de la recherche scientifique. Il est notamment l'auteur de Le débat public entre controverse et polémique, enjeu de vérité, enjeu de pouvoir, et de Humour et engagement politique, avec cette image en illustration, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Vous pourrez retrouver ces 2 ouvrages au stand de livres qui se situe sur la sortie, qui est toujours organisé grâce à la librairie aixoise Le Blason, avec laquelle nous avons un partenariat. Alors, d'emblée, Monsieur Charodeau, je vous pose la question fatidique, est-il possible de rire de tout? Ou y a-t-il des limites à la liberté d'expression concernant l'humour? Vaste question. Bon, d'abord, si vous permettez, il faut quand même que je vous remercie de l'invitation, de me donner l'occasion de retrouver cette ville après une 20aine d'années. Ça a pas mal changé. Et de voir que tout ce qui concerne l'éloquence a pris beaucoup d'importance un peu partout en France, y compris jusque dans les formations scolaires, que j'ai découvert il y a quelques années à travers mon fils qui avait été des premiers concours inter-grande école à Paris. Et donc, c'est d'un grand enjeu. D'ailleurs, si après le livre sur l'humour et l'engagement politique, j'ai fait ce livre sur le débat entre controverse et polémique, c'est justement parce que une des choses les plus fondamentales dans la démocratie, c'est de pouvoir dialoguer, discuter, pour pouvoir délibérer, pour pouvoir décider. Et on a l'impression que malheureusement, on est dans un monde où on décide sans délibérer, ni même discuter. C'est pour ça que j'opposais la controverse à la polémique. Parce que la polémique, c'est attaquer l'autre, l'adversaire, mais ce n'est pas discuter. Voilà, alors donc, merci pour cette invitation et qui est une bonne occasion pour dire des choses un peu importantes concernant notre époque. Alors,
est-ce que d'abord, il faudrait que le PowerPoint soit, s'il vous plaît, pour pouvoir essayer de répondre à votre question. Alors naturellement, ça fonctionnait il y a 10 minutes. Non, mais ça va fonctionner. Mais c'est la règle en la matière. Peut-être qu'il y a besoin qu'on fasse ça. Ah, ah bah voilà. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est bon? Et ce qui apparaît sur l'écran ici n'est pas ce qui apparaît là. Mais on voit seulement le. Ah. Mais j'ai fait diaporama tout à l'heure. Je pense que c'est parce que sur la première diapo, il doit y avoir une vidéo. Peut-être qu'en essayant de passer à la deuxième. Et si vous C'est bizarre, tout à l'heure, c'était pas le cas. Si vous essayez de passer sur la deuxième diapo, directement, et que sur la deuxième, ah ah. Les branchements sont bons de votre côté? Alors, non, je vais voir. Attendez, voir. Pardon pour ce petit aléa technique. Qu'est-ce que. Gislain, tu veux pas voir toi? Tu seras meilleur que moi. Est-ce que c'est pas ça là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, une vidéo ça? Non, 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 ce ne sont que des diapos. Non, non. Le diaporama, il démarre ici. Okay. Bon. Donc là, j'ai bien le plein d'écran, mais pas là-bas. Ah, là il y a le plein écran, hein, mais pas là. Basculer entre les affichages, conseils. Ah oui, ça fait un petit truc en fait. Oh là là, et puis alors c'est tout complètement. Et vous pouvez pas le lire autrement avec. Il est où votre fichier? Attendez, on va essayer de le lire autrement. Oui, c'est pas grave. Oui. Je sais pas. Normalement, ça se fait automatiquement. C'est Mac, ça se fait automatiquement. Et ça marchait quand vous avez testé? C'est-à-dire que. Émilie Bon, alors, quelques jours, on redémarre. Ouvrir avec. Si on fait un aperçu, est-ce que ça fonctionne ça? Ah, vous l'avez ouvert avec lequel? Non, non, avec. Oui, mais ça c'est trop ancien. Et en aperçu? Premier. Non, non, en aperçu, ça je ne vais pas passer. Oui, c'est ça. C'est trop ancien l'autre? L'autre est trop ancien. Est-ce qu'éventuellement il serait envisageable de faire sans
non, non, c'est pas possible parce que tout repose sur les caricatures. Attendez, voilà. Bon. Comment ça fait? Si vous voulez connaître le secret, je suis à la sortie. Bravo Ghislain, qui est le seul au sein de l'équipe qui s'y connaît un petit peu en informatique. C'est moi qui vois plus d'ailleurs maintenant, mais enfin bon, je connais un peu mon PowerPoint. Bon, alors on reprend. Après ce bref intermède, Oui. Alors, je crois que vous vouliez en préambule faire un distinguo entre le rire et l'humour. oui, alors justement, je voulais commencer par lever quelques malentendus parce que l'humour n'est pas le rire. Le rire, c'est une pulsion, hein, une pulsion qu'on a, une libération d'affect, si vous voulez. Et alors que l'humour, c'est un acte de langage ou de dessin ou de comportement. C'est-à-dire quelque chose qui est manifesté d'une certaine façon et qui fait signe, plus ou moins, qu'on puisse comprendre les jeux qui se... Et puis alors, parce que en plus, il se trouve que tous les rires sont pas des rires positifs. Il y a des rires méchants, des rires méchants quand on se moque de l'autre d'une façon méchante. Et puis il y a des rires contraints. Vous savez ce qu'on appelle le rire jaune, quand on rire comme un imbécile parce que il faut donner l'impression qu'on a compris une blague alors qu'on la trouve très lourde. Il y a des rires sataniques, comme dit Baudelaire. Donc, pour moi, il est important de faire une distinction entre l'humour et le rire. Alors, l'humour peut déclencher le rire. D'abord, pas simplement le rire, ça peut être le sourire, ou ça peut être tout simplement, en restant impassible, un plaisir intérieur que l'on ressent. Et si je dis ça, c'est parce que, d'une part, parce que, une fois de plus, le rire, c'est une conséquence, alors que l'humour, c'est toute une activité, qu'il s'agit d'essayer de comprendre cette activité-là. Bon, alors je sais bien, on parle du rire, d'ailleurs, c'est même, je dirais, presque un piège à l'heure actuelle, parce qu'on est presque, dans les émissions de télé et autres, assigné à rire, avec cette idée qu'on serait un peu coupable si on ne riait pas quand quelqu'un avait fait une blague ou un bon mot, même si on ne le trouve pas très drôle. La deuxième chose, là, quand je dis qu'il faut lever des malentendus, c'est que ce n'est pas la même chose d'analyser l'humour et de faire de l'humour. Pas plus que c'est la même chose d'analyser l'amour et de faire l'amour. Analyser, c'est essayer d'expliquer. Faire, c'est être dans une pratique. Et récemment, je me suis trouvé dans une émission de télévision sur RT avec Frédéric Tadei, vous savez, qui était sur France 2 et qui est parti de France 2 parce qu'il estimait qu'il n'était pas libre de dire et de faire ce qu'il voulait. Et j'étais en présence d'humoristes. Des humoristes qui font de l'humour. Et moi, j'étais le seul là à ne pas faire de l'humour et tout simplement à essayer d'expliquer l'humour. Et c'est important de marquer la différence parce que quand on explique, il faut avoir un peu de distance avec le sujet sur lequel on travaille et qui est nécessaire, parce que sinon, ça voudrait dire que pour analyser, expliquer le discours politique, il faudrait être un politique. Pour analyser, expliquer le discours publicitaire, il faudrait être un publicitaire. Quelques phénomènes sociaux, si on n'est pas impliqué dedans, on ne pourrait pas l'analyser. Au contraire, ce qui caractérise un peu la démarche scientifique, c'est ça, c'est qu'on prend de la distance vis-à-vis de son objet. Et puis, il faut aussi considérer que l'humour, alors maintenant si on rentre dans l'humour, c'est qu'il y a tout un tas de catégories d'humour, il y a différentes formes d'humour. Il y a l'humour jeu de mots, ironie, sarcasme, dérision, tout ça c'est pas pareil. Le sarcasme est plutôt violent, l'ironie, il faut un peu de complicité avec l'autre. Le jeu de mots un peu absurde, le grand maître du jeu de mots absurde, c'était Raymond DeVos. Un absurde qui en même temps interroge sur le monde. Je me souviens qu'il racontait que dans les choses bizarres, il dit « je commande un demi, j'en bois la moitié et il en reste encore ».
Et puis il dit j'ai mon pied gauche qui est jaloux du pied droit. Alors quand le pied droit avance, le pied gauche il est jaloux donc il avance, mais le pied droit il veut pas en être de reste, donc il avance et le pied gauche aussi, et moi comme un imbécile je marche. Voilà. Et effectivement c'est comme on dit d'une profonde vérité. Donc finalement tout ça nous fait dire que l'humour est une chose extrêmement sérieuse. Alors, ce que je veux faire, c'est essayer de réfléchir sur l'humour. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les catégories d'humour, etc. Je vous propose une réflexion sur l'humour en rapport avec la liberté d'expression, parce que c'est quand même ça la grande question. Comme l'a dit Hugo tout à l'heure, hein, est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut faire de l'humour sur tout? Avec qui? Etc. Bon. Donc d'abord, la liberté d'expression. Interrogeons-nous sur la liberté d'expression. Le problème de la liberté d'expression, c'est quand on réfléchit dessus, c'est qu'on tombe tout de suite sur un dilemme. Parce que, vous voyez, si tout est permis, si la liberté d'expression est absolue et totale, elle s'exerce forcément au détriment de l'autre, puisque la liberté des uns n'est pas la liberté des autres. Mais si, à l'inverse, tout n'est pas permis, s'il y a des restrictions à la liberté, est-ce qu'on peut encore parler de liberté? Puisqu'on voudrait que la liberté soit indivisible, on voudrait que la liberté soit la totalité, soit une totalité. Donc, vous voyez, on se trouve dans ce dilemme qui est que est-ce que je peux exercer ma liberté sans penser à la liberté de l'autre, c'est-à-dire au détriment de l'autre? Et si la liberté de l'autre s'oppose à la mienne, est-ce que je peux lui imposer ma liberté et au risque de ma propre vie, comme nous le montre Côté dans ce dessin? Ah oui, c'est un problème que la liberté d'expression. Et alors, si maintenant on met la liberté d'expression en rapport avec l'humour, eh bien, on se pose la question qui a été posée tout à l'heure, et qui est le paradoxe des proges. Hein. À savoir, peut-on rire de tout et avec tout le monde? Alors, c'est des proches qui, dans un réquisitoire contre Jean-Marie Le Pen, dans une émission mythique des années 60-70, qui s'appelait le Tribunal des flagrants délires, il s'était posé deux questions. Premièrement, peut-on rire de tout? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde? Alors, à la première question, peut-on rire de tout? Il répond oui, sans hésiter. On peut rire de tout, on doit rire de tout, de la guerre, de la misère et de la mort. Et à la deuxième question, peut-on rire avec tout le monde? Il répond c'est dur. Je ne me vois pas rire avec un stalinien pratiquant, bon, ça c'est d'une autre époque, d'un terroriste hystérique, ça c'est déjà plus récent, ou d'un militant d'extrême droite, c'est tout à fait actuel. Donc, on se trouve devant la situation, cet autre paradoxe et dilemme, c'est que soit on rit de tout, mais avec un public sélectionné, soit on sélectionne ses sujets, ce sur quoi on va rire, pour essayer de plaire à tout le monde et de ne vexer personne. Alors, la question. Est-ce que si je me moque des Juifs, je suis antisémite? Est-ce que si je me moque des Noirs ou des Arabes, je suis raciste? Est-ce que si je me moque des femmes, je suis sexiste? Est-ce que je suis à la fois raciste et sexiste si je fais un dessin comme celui-ci? Vous voyez le dilemme.
et en même temps le paradoxe. Alors, je l'ouvre ou je l'ouvre pas? Alors, très rapidement, je vous propose une double réflexion, sur le plan juridique et sur le plan moral. Parce que, vous le savez très bien, bien souvent, pensez à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, bien souvent, des actes d'humour font l'objet de dénonciations et de procès dans les tribunaux. Donc forcément, les juges sont obligés de se prononcer et il se construit une jurisprudence. On va passer en revue quelques cas, justement. Une jurisprudence et il faut en tenir compte. Hein. D'ailleurs, les humoristes connaissent la jurisprudence. Ils sont toujours sur le fil, hein, de savoir dans quelle mesure ils prennent des risques ou ils ne prennent pas des risques, etc. Et puis, parallèlement, il y a un problème moral. Hein, c'est que dans quelle mesure on accepte, par exemple, d'être la cible, hein, d'un acte humoristique un peu sarcastique, un peu violent. Alors, moi, je ne vais prendre que quelques cas de la jurisprudence, mais dans cet ouvrage que j'ai dirigé, mais qui est un ouvrage collectif, il y a un juriste, justement, Basile Adair, qui a passé en revue la jurisprudence concernant les procès sur l'humour. Alors, l'un des critères, c'est l'absence de sérieux. La jurisprudence dit il est nécessaire de percevoir une absence de sérieux pour ne pas prêter à confusion avec de l'information. Il faut que l'on sache qu'on est là pour non pas informer, mais blaguer, jouer avec le langage, faire de l'humour. Ce qui est un bon critère parce que, par exemple, ça permet de faire la différence entre la parodie et le pastiche et le plagiat, d'un autre côté. Parodie, on sait qu'on prend quelque chose qui existe déjà pour le transformer, j'en fais la parodie, mais je ne trompe personne, puisque ce que j'ai transformé, je sais que derrière, il y avait un autre type de texte ou de dessin, etc. Et puis le pastiche, c'est à la manière d'eux. Dès l'instant que je dis écrire à la manière d'eux, je ne trompe personne, puisque je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui écrit de cette façon-là. En revanche, le plagiat, c'est une usurpation. Ça consiste à prendre le texte de quelqu'un, hein, et à mettre son nom, hein, ou des extraits. Ça s'est fait autrefois dans quelques thèses. Hein, ça se fait de plus en plus à l'école grâce à Internet. Donc il faut que le professeur lui-même, il aille voir justement comment se fait les copies de textes déjà écrits sur Wikipédia ou autres, hein, surtout dans les dissertations de philosophie, par exemple. Bon. Donc ça, c'est de ça. Mais alors, n'empêche qu'à chaque fois, il se pose un problème, c'est quel est le critère du sérieux, hein, ou de l'absence de sérieux. Par exemple, c'est pas sérieux, et puis c'est quand même sérieux cette affaire-là, les choses à ne pas dire. Deuxième critère, l'intention de nuire. On va voir que c'est central, l'intention de nuire. Alors, la jurisprudence dit « Le message humoristique, aussi choquant soit-il, ne doit pas chercher à nuire de sorte qu'il dégénère dans l'insulte ou la calomnie. » Autrement dit, le juge cherche à savoir s'il y a une intention coupable. Mais là aussi se pose la question, c'est comment apprécier l'intention de nuire? On n'est jamais dans la tête de l'autre, alors comment apprécier l'intention de nuire? Et puis, l'intention de nuire, mais de nuire à qui? Vous voyez là, qu'il s'agit de qui? Est-ce qu'il s'agit de Madame de Fontenay qui organise les concours des Miss? Est-ce qu'il s'agit de la burqa? Est-ce qu'il s'agit du monde arabe? C'est d'ailleurs la caractéristique de l'humour, c'est justement de ne pas avoir une seule cible, mais d'en proposer plusieurs, hein, comme tout acte de création qui ne doit pas s'enfermer, hein, dans une seule interprétation.
Et puis il y a la thématique, alors oui, c'est-à-dire sur quoi on fait de l'humour. Hein. Donc la jurisprudence dit il ne faut pas cacher sous les oripeaux de l'humour, bizarre cette expression pour la jurisprudence, un discours idéologique. Le juge va alors chercher à savoir s'il y a bien un second degré, une distanciation ou une clé de lecture qui fait que c'est bien de l'humour et qu'il s'agit uniquement de cela. C'est quoi un discours idéologique? C'est quoi un discours qui touche à certaines valeurs? Voyez, là par exemple, ici, on n'est pas dans l'idéologie, on blague, et pourtant, il n'est pas question de valeur ici, il n'est pas question d'une pensée un peu idéologique, il n'est pas question un peu de dénonciation, etc. Vous voyez, c'est toujours ce problème de pouvoir interpréter sur lequel je vais revenir. Et puis enfin, je prends ce quatrième critère qui est l'effet que ça produit sur la victime. Alors, évidemment, a priori, si on fait de l'humour sur quelqu'un, est-ce qu'elle peut se considérer comme victime? On peut très bien considérer qu'après tout, ça ne me regarde pas, ça ne m'atteint pas. Vous savez, comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Hein, bon. Ou bien alors on peut répliquer vertement. A priori, on n'est pas victime. Alors donc, si on est victime, c'est qu'on se considère comme victime. Mais alors, comment est-ce qu'on va déterminer la victime? Voyez ce dessin assez subtil d'un Brésilien. C'est qui? C'est la femme ou la burqa ou le monde islamique ici qui est visé? Hein? Voyez, toujours cet acte de création qui doit toujours être pluriel dans l'interprétation. C'est pour ça qu'il y a une jurisprudence, c'est pour ça que c'est si difficile pour le juge d'arriver à déterminer des critères absolus et fixes permettant soit de condamner, soit de relaxer. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que, d'une façon générale, la jurisprudence protège assez bien l'humoriste en France, parce que tout ça est très culturel. En France, la jurisprudence protège assez bien l'humoriste au nom de ce qu'on peut appeler le contrat humoristique, c'est-à-dire qu'il est humoriste de profession, en quelque sorte, et il est sur une scène humoristique. Tout le monde ne peut pas s'improviser humoriste, dit la jurisprudence. Le tribunal n'a pas à statuer sur la drôlerie ou sur le bon goût d'une plaisanterie. Il lui suffit simplement de constater que l'humoriste ne peut qu'avoir conscience du caractère blessant de ses propos. Alors vous savez bien, dans la tradition, il y a eu tous les Bedos, Smaïn, Coluche, Desproges, qui tantôt ont eu des procès, tantôt des petites condamnations, mais pas tellement. Même Charlie Hebdo, vous savez, journal par définition satirique, donc on est dans le contrat humoristique. Il a eu 11 condamnations, mais sur 50 procès. Faites la proportion. Ce qui veut dire que, d'une manière générale, cette jurisprudence protège assez bien l'humoriste. Mais alors, se pose la question, c'est pourquoi certains sont condamnés, et au nom de quoi, et pourquoi d'autres sont relaxés. Alors, je pourrais vous faire la liste de toute une série de condamnations et toute une série de relax. Je vous en donne que deux. C'est le cas de Patrick Sébastien, qui a été dénoncé par le MRAP, l'association contre le racisme, et la LICRA, et a été condamné à 30 000 € pour avoir parodié une chanson de Patrick Bruel qui s'intitulait « Casser la voix » en « Casser du noir », mais sous les traits de Jean-Marie Le Pen, et chantant dans un meeting politique, le refrain étant repris par le public. Pourtant, il a été condamné. Et pourtant, on est là dans le cas de la parodie.
on ne comprend pas très bien, puisque toutes les conditions de l'acte humoristique étaient là. On voit qu'il y a un second degré. On voit que la cible, ce n'était pas les Noirs, mais c'était Jean-Marie Le Pen. Et cependant, il a été condamné. Grande discussion entre juristes. Deuxième exemple, un exemple de relax. C'est celui de Nicolas Bedos, le fils de Guy Bedos, qui a été dénoncé par le collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais et Mahorais pour injure raciale, parce qu'il avait employé dans un sketch, ça veut dire qu'il était en scène humoristique, les expressions indolence insulaire, pas très méchant, autochtone oisif, pas très méchant, enculé de nègre, oui, bon, ça c'est un peu plus sévère. Et pourtant, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris au nom du contrat humoristique, à savoir qu'il faisait un sketch et qu'il était donc en situation d'être sur une scène humoristique. Donc on voit que toute la question revient à l'interprétation. Donc qu'est-ce que c'est que interpréter? Alors, très rapidement, parce que c'est une vaste affaire. Là, en ce moment, vous êtes en train, chacun et chacune d'entre vous, d'interpréter mes propos. Est-ce que vous voyez d'une façon qui vous est particulière? Et en même temps, il doit bien y avoir une communauté d'interprétation. Mais pour ce qui concerne l'humour, comme d'ailleurs pour d'autres actes de communication et de langage, ça se joue à trois. Il y a un humoriste, il y a une cible, et puis il y a un destinataire. Il y a un jeu humoriste, celui qui fait de l'humour. Il y a une cible, ce qui est visé, et puis il y a un destinataire. Le destinataire n'étant pas toujours forcément la cible. On peut prendre le destinataire comme témoin d'un acte d'humour que je fais sur un tiers, sur une cible. Et alors, dans cette affaire, la question se pose de savoir qui parle ou qui dessine. Est-ce que c'est la personne ou est-ce que c'est celle qui raconte? Vous savez, il y a toujours un dédoublement. Tout individu, quand il parle, il est à la fois deux. Il n'y a pas de solitude dans la matière. Il y a moi, Patrick Charodon, en tant que personne, et puis il y a moi qui suis en train de parler et de dire quelque chose. Et chaque fois que l'on parle avec quelqu'un, il faut savoir que derrière ce que dit quelque chose, il y a un quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est avec une pensée, une intention, et on n'est pas dans sa tête. Donc il y a toujours une dissociation entre le dit et le pensé. Toujours. Même quand on dit « je suis sincère ». C'est même le moment où il faut être le plus suspicieux. Donc, quand on juge un acte humoristique, la question se pose de savoir est-ce que c'est le jeu de mots, est-ce que c'est l'acte humoristique en tant que tel, ou est-ce que c'est la personne qui est derrière que je vais juger? C'est une question importante. Vous savez, la psychologie sociale, on a fait des expérimentations comme ça, donner des textes à des gens sans leur dire qui l'a écrit, vous leur demandez d'interpréter. Les interprétations sont multiples. Donner le même texte à des gens en disant qui l'a écrit, et immédiatement, toutes les interprétations vont dans le même sens. Parce qu'on projette dans l'interprétation ce que l'on sait ou que l'on suppose que l'on sait de celui qui a écrit. Donc voilà, la question c'est qui c'est qu'on juge, qui est-ce qu'on juge, Est-ce que c'est ce qu'on pourrait dire la personne ou la personne physique, psychologique, sociale, ou est-ce que c'est la personne qui parle? Bon, parce qu'il y a toujours un dédoublement. Et vous savez, cette question, c'est une question qui traîne un peu partout. Vous savez, c'est ce qu'on peut appeler le syndrome de Céline. Est-ce qu'on peut accepter qu'il est un grand écrivain quand on sait qu'il a été antisémite? Voilà. Céline antisémite, c'est la personne. Céline écrivain, c'est l'écrivain. Il y a toujours ce jeu de dédoublement, mais ça nous pose toujours une question, de savoir si on va projeter l'un sur l'autre. Voilà. Eh bien, c'est dans cette situation-là que l'on se trouve quand on juge l'humour. Et alors, donc, qui juge? Qui juge? Ça peut être le public qui applaudit à un sketch,
même quand il est visé. C'est ce qu'on appelle l'effet de catharsis. Ça peut être les victimes elles-mêmes qui sont outragées et qui vont faire des procès. Ça peut être les représentants des cibles, c'est-à-dire toutes les associations et les ligues qui se présentent comme des défenseurs de l'attaque contre des ethnies, des races, des religions, des sexes, etc. et qui s'érigent donc en censeurs, ou ça peut être les juges eux-mêmes qui instruisent des affaires et les sanctionnent au regard de la loi. Alors quand on voit un dessin comme celui-ci, vous voyez, c'est ce qu'on disait, parce que c'est très curieux qu'il ait été mal interprété, parce que c'est pas du tout Mahomet qui est ici en cause, c'est pas du tout le prophète, ce sont les cons. Ben voilà, donc il ne faut pas se tromper de cible, il faut essayer de bien repérer et ne pas se précipiter à globaliser, par exemple, dans l'interprétation, mais c'est ça, c'est ce que je vous disais, on a toujours tendance à projeter nos a priori sur ce que l'on voit, ce que l'on lit, et qui fait qu'on interprète de façon erronée. Alors, voilà, c'est toute la question, c'est de quoi l'humoriste est-il imputable? Qu'est-ce qu'on peut lui imputer? C'est la question de l'intention de nuire. Donc, d'une part, il faut s'interroger sur l'humoriste en tant que personne, et d'autre part, il faut s'interroger sur la situation dans laquelle il fait de l'humour. On ne peut pas dissocier les deux choses. Alors, concernant l'imputabilité, enfin le fait qu'on impute à l'autre une responsabilité et qui va faire qu'il y a des procès d'intention, etc. Guy-Luc, vous savez, l'auteur du chat, là, vous avez vu des dessins, là, le chat, c'est Guy-Luc qui fait ces dessins-là. Il a écrit un petit livre qui s'appelle, justement, Peut-on rire de tout? Je ne sais pas si vous l'avez là, d'ailleurs. Je ne crois pas l'avoir vu, je ne sais pas. Mais il faut le lire, ce tout petit livre. Et il y a tout un tas de chapitres. Peut-on rire des femmes? Peut-on rire des hommes politiques? Etc. Et il y a un chapitre sur peut-on rire des juifs? Alors, dans ce chapitre, il raconte, inventé ou pas, peu importe, qu'il est en train de dialoguer avec un ami juif. Et cet ami juif lui dit, tu sais, celui qui dit que les juifs ont des grands nez et des gros yeux entre des grandes oreilles, ce type-là, c'est un antisémite. Alors lui, il lui répond en le regardant droit dans ses gros yeux, situé au milieu de sa figure entre des grandes oreilles et un énorme nez, toi-même, on ne peut pas dire que tu es un physique neutre. Et l'ami juif répond, ah oui, mais toi tu peux, tu es insoupçonnable. Voilà la question. Être ou ne pas être insoupçonnable. Ça me rappelle, je suis d'une certaine génération, la génération des Guy Bedos, des Desproges, des Coluche, etc. Et je me rappelle un des premiers sketchs de Guy Bedos avec Sophie Daumier qui s'appelait Voyage à Marrakech et qui raconte l'histoire de deux touristes de base qui décident d'aller passer des vacances à Marrakech et qui disent on rentre dans l'avion et puis le pilote un arabe. Alors on a peur. Et puis, quand même, on atterrit, on arrive à Marrakech, et puis alors là, des Arabes, que ça. Le porteur, un Arabe. Bon, ça c'est normal. Enfin, tout était comme ça. Et puis, à la fin du sketch, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit « Oh, dis donc, bravo, qu'est-ce que tu leur en as mis au bougnoul ?» Et Guy Bedos raconte ça après coup dans un livre et il dit « J'étais atterré. Et moi, je le dis d'une autre façon. Je le dis, voilà quelqu'un qui n'a pas compris, justement, qu'il était en train de se moquer du touriste français de base, qui n'a pas compris le message implicite, qui n'a pas compris la clé qu'il y avait en dessous.
hein, et qui malheureusement a projeté tout ce qu'il pensait, toutes ses références sur ce qu'a dit l'humoriste. Voilà. Donc, Guy Bedos, de ce point de vue-là, ayant vécu en Algérie, fils de pieds noirs, etc., hein, il était pourtant insoupçonnable. Alors, la situation, eh bien oui, la situation, d'abord, faire la distinction entre espace privé et espace public. Quand vous faites de l'humour avec quelqu'un dans une conversation interpersonnelle, bon, aux personnes en présence de voir comment elles se débrouillent. Mais dès l'instant que c'est diffusé dans l'espace public, il faut comprendre que d'un seul coup, il y a un grand public qui, par définition, est hétérogène. Hein. On dit toujours le public. Il n'y a rien de plus hétérogène qu'un public. Hein. Bon. Et que la responsabilité de ce que l'on dit n'est plus la même. Et ça me rappelle le cas de Guerlain. Vous savez, Guerlain, les parfums et les eaux de toilette Guerlain, qui un jour est invité dans une émission de télé et la journaliste Élise Lucet lui pose la question et lui demande comment il a eu l'idée de faire des parfums. Alors il raconte, j'étais jeune et puis je voulais séduire une femme, donc j'ai eu l'idée de prendre des plantes, des fleurs et d'essayer de fabriquer un parfum pour la séduire, etc. Et alors, vous savez, j'ai travaillé comme un nègre. Bon, je ne sais pas si les nègres travaillent beaucoup, mais bon, paf, immédiatement, la LICRA et le MRAP lui sont tombés dessus, ont fait un procès et il a été condamné. Ce qui est intéressant, c'est, et les juges, on voit quand même, ne sont pas bêtes, si je peux me permettre de dire ça. Non, parce qu'on critique toujours beaucoup les juges, mais quand même. Hein. Et puis la jurisprudence, quand même, c'est un lieu où on réfléchit tout de même. Hein. C'est un lieu où on réfléchit. Parce qu'on a tendance toujours à les accuser quand les résultats ne sont pas ceux qu'on espérait. J'ai travaillé comme un nègre. C'est une expression toute faite, en français. Et on sait que la caractéristique des expressions toutes faites, c'est que les éléments qui la constituent perdent de leur sens, en partie, au profit d'un sens global qui est « j'ai travaillé beaucoup ». Bon. Et donc, comme il résonne comme une pantoufle, que vient faire la pantoufle là-dedans, bon, voilà, ça perd un peu de son sens, mais il résonne comme une pantoufle, ça veut dire il résonne mal. Bon. Donc, il n'y a pas de raison là, a priori, voyez, de l'accuser d'avoir attaqué les Noirs. Expression toute faite. Sauf qu'il rajoute, je ne sais pas si les Noirs travaillent beaucoup. Et alors, du coup, par effet de retour, ça fait exploser l'expression toute faite et ça réactive le sens de nègre. Voyez ? Et donc, effectivement, à juste titre, même s'il s'est défendu en disant « Oh, je voulais simplement faire une blague ». Mais ce qui est intéressant, c'est que, il n'est pas humoriste de profession, donc il n'est pas couvert par la jurisprudence, et 2, il a parlé sur une scène qui est une scène publique, et donc l'effet n'est plus le même. Et c'est le problème que nous avons maintenant avec les réseaux sociaux. Oui, parce que là moi, c'est l'inverse de vous. Hein. J'ai un tout petit carré, donc je vois plus très bien. Pour que vous puissiez la voir en grand derrière, on a une toute petite vignette sur l'écran ici. Mais vous pouvez regarder là pour vous repérer. Alors, donc, vous voyez, d'abord, espace public, espace privé. La deuxième chose, la situation, hein, c'est sur scène ou hors scène. C'est le problème de Dieudonné. C'est le problème de Dieudonné. Bon, il y a tout un travail, une analyse sur l'affaire Dieudonné dans ce livre-là en question. Hein. Bon, Dieudonné a été reconnu par ses pairs hein, comme un excellent humoriste, peut-être un des meilleurs, doué d'un talent de comédien extrême, etc. Et moi, vous savez, je me suis immiscé, je connaissais bien le théâtre de la Main d'Or, je me suis immiscé dans son public
pour étudier la chose, savoir comment, d'abord, premièrement, le public était beaucoup plus hétérogène qu'on disait. On disait que c'était les jeunes de banlieue, etc. C'est pas vrai. Il y avait de tout. Il y avait des Arabes, il y avait des Juifs, il y avait un peu de tout. Bon. Mais, d'autre part, que quand on voit l'ensemble de ces sketchs, hein, il n'y a pas que les Juifs qui sont la cible, hein, de ces actes de mise en scène humoristique, hein, les Arabes aussi, etc. Mais le problème, c'est qu'il a mélangé la scène humoristique avec la scène politique. Quand il fait monter sur scène Forisson, négationniste, ben il transforme la scène humoristique en meeting politique. Et là, effectivement, il rentre hors scène. Plus toutes les déclarations qu'il fait, hein, hors scène, à la télévision, dans son blog, etc., fait qu'il se prend les pieds dans le tapis. On ne sait plus si Dieudonné parle en tant qu'humoriste ou bien il parle en tant que, non pas homme politique, mais citoyen ayant un rôle militant. C'est ça. Et à ce moment-là, évidemment, il peut faire l'objet de tout un tas de condamnations. Et, problème nouveau, ça, je laisse aux jeunes le rôle de pouvoir continuer à travailler sur la question des réseaux sociaux. Parce que c'est quoi la scène des réseaux sociaux? On est où, là? Puisque la caractéristique de cette communication dans les réseaux sociaux, c'est l'anonymat. Hein? C'est-à-dire qu'on parle avec quelqu'un qui n'a pas d'identité. Avant les réseaux sociaux, même si on ne savait pas grand-chose sur l'autre, on a des éléments de son identité. Les réseaux sociaux, non. C'est une espèce de flou total de figures sans rien dedans, hein, qui fait qu'on peut se permettre de dire des choses puisqu'on n'a pas le regard de l'autre pour vous interroger. Hein. Et c'est l'affaire du LOL, hein, que je ne vais pas développer ici, hein, de ces journalistes qui ont cru qu'à travers les réseaux sociaux, ils pouvaient se permettre de prendre pour cible des confrères et des consoeurs, hein, et de faire un humour sarcastique contre eux. Donc ça, c'est des choses qu'il faut continuer à étudier. Voilà, alors, vous voyez, on se trouve dans ce problème qui est entre loi et moralité, parce que la frontière est poreuse, hein, entre les deux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça nous renvoie à un problème de morale, malgré tout, y compris pour les associations, hein, y compris aussi pour les juges qui devraient se défendre d'avoir un jugement en fonction d'une morale. Donc, je vais terminer en faisant quelques réflexions générales, mais d'abord, et qui consiste à essayer de se demander s'il doit y avoir des limites à l'humour. Ça, c'est du côté de celui ou de celle qui fait de l'humour. Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est que la tolérance à l'humour? Doit être tolérant ou pas? Mais avant tout, il faut rappeler deux choses. Hein. C'est que l'humour, c'est toujours un acte de transgression non négociable. Il brise le miroir des conventions sociales, il casse les jugements des bien-pensants, il fait voler en éclats les stéréotypes identitaires et les tabous, et il renverse les visions du monde et les jugements. Donc, c'est vrai, on devrait pouvoir rire de tout. En l'occurrence, ici, des femmes, des Noirs, des responsables politiques, quels qu'ils soient, y compris de simples citoyens. La deuxième chose, c'est que l'humour doit être excessif, effectivement. Comme le disaient Cavana et Lou, le fondateur d'Harakiri et puis ensuite de Charlie Hebdo, l'humour doit frapper fort, ça doit être un coup de poing dans la gueule, hein, disait-il. Et effectivement, face à l'arrogance des bien-pensants ou du politiquement correct, eh bien, il faut prendre un bazooka pour essayer de faire éclater en morceaux la coque du politiquement direct et au risque même
de la castagne, comme nous le propose Cabu. Il y en a du monde là, hein? Alors, des limites. Mais quelles limites? Alors, pas la limite de la censure. La censure, c'est ce qui impose le politiquement correct, hein, c'est ce qui impose le bien-pensé social. Hein. Voilà, par exemple, pas justement la censure. Hein. Bon. Pas non plus la limite de l'autocensure, de l'humoriste qui ne s'autorise pas, hein, comme ce dessin de Plantu qui dit je ne dois pas, 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 je ne dois pas. C'est ça l'autocensure. Hein. C'est l'époque où Plantu était assez inspiré. Merci. Et non plus la limite par la peur des interdits, hein, parce que il faut prendre le risque de transgresser, hein, et puis on ne vit bien que dangereusement, c'est bien connu. Voilà. C'est-à-dire ces interdits qui vous diraient non, vous pouvez faire ce que vous voulez, oui, mais pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, ou simplement ça. Vous savez, c'est ce que disait Ford à ses ouvriers, Ford, le créateur des voitures Ford, hein, qui leur disait « Vous êtes libres de fabriquer des voitures dans les couleurs que vous voulez, à condition qu'elles soient toutes noires. » Voilà. Ah, c'est ça, hein, voyez. Vous êtes libres à condition que. Voilà. Et c'est ce que je disais en commençant, donc on n'est pas libre. Alors, ce que je propose, c'est simplement de faire un appel à l'intelligence, tout simplement. Tout simplement. Une intelligence qui sait distinguer les catégories d'appartenance. Hein. Ce n'est pas la même chose juif, sioniste et israélien. Il faut savoir ce que l'on prend comme cible. Ce n'est pas la même chose arabe, musulman et islamiste. Ce n'est pas la même chose catholique et intégriste. Hein. Donc, il faut savoir ce que l'on prend comme cible à propos de l'humour que l'on fait. Il faut savoir aussi distinguer la liberté de conscience des individus, leurs croyances, qui est imprescriptible, hein, et les dogmes, les idéologies qui, elles, sont toujours critiquables. Donc, prenons les dogmes, les doctrines et les idéologies comme cible d'actes humoristiques, mais respectons les libertés de conscience. Et puis, faire aussi une distinction entre les caractères psychologiques des personnes, quand on fait de l'humour sur une personne, qu'on cible une personne en particulier, parce que on est toujours plus ou moins responsable de nos caractéristiques psychologiques, alors que les caractéristiques physiques, c'est notre destin. Évidemment, on peut toujours se faire quelques interventions chirurgicales, mais il n'empêche que c'est notre premier destin, le physique. Donc, dénigrer le physique d'une personne, c'est pas d'une grande loyauté. L'attaquer du point de vue de son comportement, de ses caractéristiques psychologiques, c'est de sa responsabilité. Donc, savoir distinguer tout cela, vous voyez ? Bon. Et puis, qu'il doit savoir distinguer irrévérence, outrance et indécence. C'est pas très facile, mais je vous donne quelques exemples. D'abord, l'irrévérence. Bon, l'irrévérence, ça c'est d'une autre époque où Charles Pasqua, notre Fernandel, l'homme politique,
hein, était ministre de l'Intérieur. Bon, voilà. Et donc, qui s'érigeait en grand censeur de la moralité sociale de notre pays. Bon, c'est de l'irrévérence, pourquoi pas. L'outrance. Oui, ça peut arriver, des fois ça peut être dur, l'outrance, hein. Mais enfin, quoi, l'outrance, après tout, ça choque. C'était l'époque où Balladur voulait faire un régime d'austérité, hein. Il était ministre de l'économie, un régime d'austérité, bon. Oui, c'est un peu outrancier, mais bon, après tout, pourquoi pas, quoi. Mais l'indécence. Ah, alors là, pour le coup, c'est vraiment... On entre dans la subjectivité des individus. Donc je vais vous donner un exemple qui, pour moi, est de l'indécence, mais que peut-être tout le monde ne voit pas comme une indécence. C'est à partir de cette image, cette photo qui a circulé dans le monde entier du petit élan retrouvé échoué sur les plages de Syrie, et dont un humoriste a fait le dessin suivant. Et que je trouve que c'est dommage d'exploiter cet événement profondément triste concernant un enfant, certes pour dénoncer quelque chose, mais tout de même, pour moi, c'est à la limite de l'indécence. Alors que cet autre dessin, vous voyez, qui nous dit beaucoup de choses aussi sur ce drame, lui, au contraire, il est plein d'une espèce de vitalité qui nous oblige à réfléchir sur les drames du monde d'une autre façon. Mais je vous l'avoue, c'est ma subjectivité. Donc, une limite au nom de l'intelligence qui sait s'interroger sur la différence entre faire de l'humour sur et faire de l'humour contre. Hein ? C'est l'histoire des gilets jaunes, là. Vous savez, il y a... tous les humoristes ont eu le problème quand même, hein, de savoir s'ils allaient faire de l'humour sur les gilets jaunes. Certains disaient, mais moi je viens un peu de ce milieu-là, alors je m'autorise pas trop. Et en même temps, les humoristes disent, comment est-ce qu'on ne peut pas prendre ce phénomène-là pour faire de l'humour? C'est quasiment une obligation. Hein. Bon, donc... la question reste posée, et puis s'interroger sur la finalité de l'acte humoristique. Est-ce que c'est pour me défouler, ou est-ce que c'est parce que je veux mettre en cause quelque chose des valeurs de la société et des visions du monde? C'est la discussion que j'ai eue, le dessin du petit Hélin, le premier, c'était un dessin de Riss, et qui a pris la succession de Charlie Hebdo. Et quand j'ai fait cet exposé à la BNF, à Paris, en présence de ces dessinateurs, ils ont défendu Riss, justement, en disant, mais c'est un coup de gueule qu'ils voulaient mettre, c'est exprimer le scandale que ça représentait. Bon. Effectivement, moi j'ai dit, mais est-ce que ça exonère pour autant l'humoriste de réfléchir aux effets que peut produire son dessin? Parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que lui avait besoin de faire sa propre catharsis. Oui, mais un dessin, ça circule dans l'espace public. Et tout ce qui circule dans l'espace public déborde l'intention personnelle du sujet. Donc, simplement, j'invitais à réfléchir. Alors il reste cette question maintenant de la tolérance pour celui qui juge. La tolérance, bon, pas la tolérance du bordel. Quand je dis la tolérance du bordel, c'est parce que je fais allusion à cette fameuse phrase de « il y a des maisons pour ça », dont on ne sait pas qu'elle est d'un grand poète français, Paul Claudel, qui avait dit ça à Jules Renard à propos de l'affaire Dreyfus. Ah, je croyais que c'était Clémenceau. Non, justement, c'est Claudel.
Voilà. C'est bien de rectifier ça. Hein. Bah, c'est-à-dire que ça a été repris, mais à l'origine, hein, c'est vraiment à propos de l'affaire Dreyfus, c'est Claudel qui a dit ça. Et donc, pas cette tolérance-là. Enfin, je veux dire, évidemment, bon, ça c'est pas la tolérance de la soumission, hein, parce que on fait pas de l'humour pour se montrer soumis, et quand on reçoit un acte humoristique, c'est pas par soumission qu'il faut l'interpréter, hein, pas la tolérance non plus de la compromission, hein, qui n'est jamais une attitude très raisonnable, mais la tolérance au nom de l'intelligence qui accepte d'abord que on peut se moquer de moi, par exemple, d'être traité de con ou de conne. Ça peut arriver. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous vous souvenez de ça? C'était Guy Bedos qui avait traité de conne Nadine Morano dans un de ses sketchs. Hein. Alors, Gors, quand même, qui nous a fait... C'est dommage, qu'il nous fasse plus ces histoires de pingouins, là, parce que c'était absolument génial. Hein. Vous voyez donc le... Voilà, on me traite de conne. Bah oui, non, mais alors, et finalement, et quoi? Hein? Voilà. Vous voyez? Bon. Donc, accepter qu'on se moque de moi, après tout, bon, qui je suis, hein, pour prétendre à ne pas être la cible d'actes humoristiques. Hein? Tolérance au nom de l'intelligence qui accepte aussi qu'on se moque de mon ethnie, parce que ou de mon appartenance à une ethnie ou à une communauté. Parce qu'après tout, cette communauté, elle commet des excès aussi. Hein. Il ne faut pas dénoncer les excès. Hein. Et puis, qu'on se moque, y compris de ma religion, quand même. Hein. Si on regarde l'histoire, parce que la religion n'a pas été à l'origine d'exaction, hein. Autrefois le catholicisme avec l'Inquisition, hein. Maintenant l'islamisme avec le terrorisme. Hein. Parce que, pourquoi? Ben parce qu'il y a des fanatiques partout, hein, des fanatiques partout, comme nous le rappelle encore Cabu. Hein. Des fanatiques et des intégristes partout. Voilà. Donc, appel à une intelligence également du jugement. Hein. L'intelligence du jugement, c'est celle qui consiste à avoir le sens de l'humour. Le sens de l'humour, c'est pas de faire des blagues. Ça peut être. Hein. Mais le sens de l'humour, c'est savoir se mettre à distance de ce qui est dit et d'avoir une espèce d'a priori favorable sur ce qui a été dit, de le voir de façon positive. Hein. Je pense que c'est une des conditions de la survie du couple, non? Je pense, non? Hein, d'avoir le sens de l'humour. Assez étranger au milieu militant, ce qui se comprend, puisqu'il faut agir. Milieu militant est un milieu dans lequel il faut agir, et donc accepter la critique de l'autre empêche d'agir. D'ailleurs, dans le milieu militant, c'est toujours curieux parce que, je dis dans le milieu militant, je l'ai été, au risque de ma personne, mais dans le sens que on est souvent sourd à l'humour qui est fait sur notre propre communauté, mais en revanche, on applaudit à l'humour qui est fait sur la communauté adverse. Mais il faut comprendre ça, hein, parce que la caractéristique de l'action militante politique, hein, parce qu'il y a militantisme et militantisme, je pense que le phénomène associatif, par exemple, c'est une forme de militantisme, mais qui n'est pas la même que le militantisme politique. C'est celui-ci que j'évoque, et donc qui fait que pas toujours le sens de l'humour, parce que ça empêche l'action. Une intelligence aussi de l'accusation, hein, ne pas se précipiter à faire de l'accusation à tout va. D'ailleurs, la LICRA, vous savez, après les attentats Charlie Hebdo,
a fait amende honorable en reconnaissant qu'elle avait fait trop de procès à Charlie Hebdo et faisant amende honorable. Et puis, du côté des juges, l'intelligence de la sanction, le problème des juges étant, est-ce que je me laisse influencer par l'air du temps? Est-ce que je me laisse influencer par le contexte du poids social? Je disais tout à l'heure, les juges sont en principe hors de ce genre de réflexion, mais ce sont des êtres humains comme les autres, et donc ils sont susceptibles de recevoir les influences de ce que Hegel appelle l'air du temps. Et quel crédit peut avoir un jugement dont on sait qu'il est orienté par l'air du temps? C'est le problème de la fin de vie. Je termine donc sur cette réflexion générale qui consiste à s'interroger sur l'éthique. Vous savez, le sociologue Max Weber a proposé une distinction entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Alors l'éthique de conviction, vous savez, c'est la voix intérieure que l'on sent chacun d'entre nous et chacune à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous dicte une conduite quoi qu'il arrive. C'est ce que Kant appelle l'impératif catégorique. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, je dois penser et agir de cette façon-là. C'est une force de vérité qui relie passion et raison et qui peut amener jusqu'au sacrifice. Les kamikazes, mais on peut mourir par conviction, certes, mais malheureusement, on peut aussi tuer par conviction. Encore un dilemme de l'éthique de conviction. En tout cas, c'est l'éthique qui dit ici qu'on peut rire de tout, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a l'éthique de responsabilité qui, au contraire, ça c'est ce qu'on appelle la force de l'altérité, c'est-à-dire prendre conscience qu'on n'est jamais seul dans la vie, il y a un autre, il y a toujours un autre, une autre, toujours. C'est pas possible, on ne peut pas vivre sans un autre, une autre, c'est-à-dire sans une différence, parce que ce n'est que cette différence qui m'oblige à me demander qui je suis. Si l'autre était parfaitement identique à moi-même, quelle question voulez-vous que je me pose? C'est ce qu'on appelle le syndrome du persan de Montesquieu, qui voit des gens différents et il se dit comment peut-on être différent? Bah oui, mais comment peut-on être différent? Me pose la question de comment je suis par rapport à l'autre qui est différent. Donc la différence est constitutive de l'existence de soi, de notre propre identité. On a besoin de la différence pour construire notre propre identité. Ça, c'est très sartrien. On a besoin du regard de l'autre pour prendre conscience de sa propre existence. Et donc, l'éthique de responsabilité nous oblige à nous poser des questions sur quel peut être l'effet de mes actions et de mes dires. Quelles peuvent être les conséquences de mes actions et de mes dires. Sauf que le problème, c'est que, à force de se poser des questions sur les conséquences et les effets, peut-être qu'on finirait par ne plus agir et ne plus penser et ne plus dire. Voyez, encore ces contradictions dans lesquelles on se trouve. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait une espèce de jeu d'alternance et que c'est ça l'appel à l'intelligence, que tantôt on réagisse en fonction de notre conviction et que tantôt et que simultanément, parallèlement, on se pose des questions sur les effets et les conséquences que peuvent avoir nos actions et nos dires. Ce qui fait que, du coup, on est dans le devoir des uns face aux droits des autres. Un choix qui peut être considéré comme choix libre. Et maintenant quoi? Entre tout est permis et rien n'est permis. La liberté d'expression est toujours en suspens, en interrogation, sous la menace d'orage,
même quand on veut la défendre de façon olympique. Et la question se pose de savoir qui je suis, que suis-je, qui suis-je, hein, pour faire de l'humour et pour juger. Il faut en permanence se poser ce genre de questions. Et donc, cet appel à l'intelligence, voyez, entre trois types d'arrogance. Il y a l'arrogance libertaire, hein, qui, poussée à son excès, est une arrogance. Puisqu'une fois de plus, je ne tiens pas compte de l'autre. Ou aussi l'arrogance du susceptible, qui va chercher à tout prix où se trouve la violence verbale, où se trouve l'accusation, où se trouve le dénigrement. Ce sont toujours des excès. Et puis l'arrogance de l'universel, ça, c'est une chose qui est actuellement très débattue. Peut-on considérer que nos valeurs sont des valeurs universelles? Ne doit-on pas tenir compte de ce qu'il y a des cultures différentes, de ce qu'il y a des formes de pensée différentes, de ce qu'il y a des types de valeurs qui sont défendus différemment selon les contextes sociaux, les contextes culturels? Vaste question. Mais toujours pareil, poussé à l'excès, ça devient une arrogance. Alors je la laisse à votre réflexion et à méditer. Cette première phrase de Roland Barthes. Voler son langage à un homme, au nom même du langage, tous les crimes légaux commencent par là. Fin des Animaux de la peste de La Fontaine. Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir, selon que vous serez puissant ou misérable. Et en contrepoint, cette autre phrase de John Locke, philosophe britannique du XVIIe siècle. La liberté n'est pas une liberté pour tout homme de faire ce qu'il lui plaît, car qui peut être libre quand n'importe quel homme peut nous imposer ses humeurs? À bon entendeur, salut. Merci Patrick Charodeau. Merci infiniment Patrick Charodeau pour votre exposé. On va ouvrir à présent les questions du public. Est-ce que certains souhaitent poser des questions à notre invité? Alors, on a les micros pour que tout le monde entende. D'abord, bravo pour votre exposé, très, très pédagogique. Merci. Enfin, un prof que je comprends. La question que je me pose, c'est sur le détournement dans l'humour. La petite phrase, et notamment dans le discours politique, qui est aujourd'hui de plus en plus réutilisé, détourné. Et là, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que c'est une expression libre, ça, ou au contraire, une domination d'un média sur l'autre, quoi? Merci. On peut prendre plusieurs questions. Monsieur ici, et ensuite madame, qui, je crois, voulait poser une question hier et à qui je n'avais déjà pas donné le micro. Je peux le donner tout de suite, si vous préférez. Non, je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup pour votre exposé, effectivement très clair, très complet. D'abord, une petite précision à propos du dessin de Cabu, dont je ne me remets toujours pas de son assassinat, parce qu'il a expliqué, je ne sais pas si on peut le repasser la diapositive rapidement, le dessin, c'est dur d'être aimé par les cons, donc je précise simplement qu'il avait fait exprès d'écrire 2 lettres blanches sur la tête de Mahomet, si j'ose dire, de façon à ce qu'on ne puisse pas enlever le mot intégriste, mais c'est le dessin caviardé qui a circulé dans les milieux islamistes de façon à détourner le sens et faire croire qu'au lieu de s'attaquer aux intégristes, il s'attaquait à tous les musulmans. Et Cabu expliquait ça quelques semaines avant d'être assassiné. Et je trouve que c'est un point relativement important à propos du détournement, précisément, de l'humour, de l'exploitation qu'on peut en faire lorsque les censeurs viennent se rajouter au travail de l'humoriste. Et ma question porte sur une... voilà, c'est celle-là.
voyez, intégriste, les deux lettres sont en blanc pour éviter justement de confondre, ce que vous l'avez dit vous-même, hein, musulman et intégriste. Mais le dessin qui a circulé, les lettres en blanc étaient masquées, caviardées. Et Cabu a pressenti que le danger pourrait venir aussi de là. Petite précision historique. Mais ma question porte sur l'appel à l'intelligence que vous faites, que tout le monde peut partager. Mais est-ce qu'une des façons d'appeler à l'intelligence n'est pas de faire reconnaître que chacun de nous est pluriel? Il y a des Arabes israéliens. Merci. Et puis, la troisième question pour ce premier tour. Oui, c'est toujours sur le même sujet, là. L'histoire... Je vous vois pas. Je suis là. Au premier. Justement, c'était cette histoire de donc l'attentat de Charlie Hebdo. C'est quand même dans les dernières années ce qui nous a bouleversés à plusieurs titres. Hein, ce que vous avez décrit dans votre exposé est fabuleux parce que j'ai trouvé toutes les idées qu'on pouvait décortiquer suite à ça. La question que je me suis posée, c'était justement sur la responsabilité de publier ces fameuses caricatures. La responsabilité peut être arrogance, entre guillemets, d'après ce que vous nous dites, je ne sais pas. C'est peut-être à chacun de juger. Responsabilité libertaire, vous l'avez cité. Jusqu'où pouvait-on aller ? Est-ce qu'ils le savaient? Est-ce que tout ce qui était avant les histoires sur le blasphème, Rushdie, enfin tout ce qui s'était passé avant, on ne pouvait pas prévoir. C'est toujours difficile après, mais je me suis posé la question sur cette responsabilité que les auteurs de Charlie Hebdo avaient eue en publiant ces caricatures, en sachant le contexte, en sachant, et bon, encore une fois, c'est facile à dire après, et qu'il faut défendre absolument la liberté d'expression. C'est pas ce que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas du tout à ce niveau-là que je situe les choses au niveau de la responsabilité de ces auteurs, des auteurs de la publication, puisque elle venait de Copenhague, ou je ne sais plus, elle venait d'ailleurs. Voilà, c'est cette question qui me turlupine, parce que ces événements ont marqué, à mon avis, toutes ces 5 dernières années. Voilà, je suis désolée d'être un peu confuse, mais je voulais échanger avec vous au sujet de ça. Merci. D'accord. Merci. Vous prenez les questions dans l'ordre que vous voulez. Oui, d'accord. Oui, ben justement, je vais partir de là et en même temps, ça répond à la première réflexion de monsieur là sur ce dessin-là. Vous avez raison de vous poser des questions et moi-même je m'en pose. Voilà comment moi j'ai réagi concernant les caricatures de Mahomet. Mais c'est parce que, comme disait monsieur d'ailleurs, on est un être plus ou moins pluriel. Parce que c'est vrai, on est pluriel, mais on est plus ou moins pluriel. Hein. On est pluriel toujours de par son histoire, sa propre histoire. Hein, depuis qu'on est, voilà, on est en relation avec plein de gens, la famille, les amis, le milieu professionnel, etc. Donc on finit par être une espèce de composite identitaire. Hein, c'est vrai. Mais il y a une autre façon d'être pluriel qui est qu'on sort de chez soi ou on ne sort pas de chez soi. Bon. Il se trouve que par ma formation d'hispaniste au départ, j'étais amené à bourlinguer un peu dans le monde. Pays hispaniques d'abord, Amérique latine, Espagne, les pays sud-méditerranéens, et puis du Maghreb, et puis etc. Bon. Et alors, c'est ça qui m'a permis de comprendre quelque chose. Les caricatures de Mahomet, vous savez, elles sont danoises, et il se trouve que Charlie Hebdo, on a rajouté lui-même en les diffusant et en refaisant d'autres dessins. Le problème, c'est qu'elles sont nées dans un milieu européen qui, malgré quelques différences, est quand même très laïcisé. Alors je sais bien, nous on donne toujours la France comme exemple parce que nous avons une loi en plus qui sépare l'Église de l'État, et même si elle est discutée. Mais du point de vue de l'esprit, et malgré le fait qu'il y ait aussi des intégristes un peu partout, grosso modo, en tout cas, disons, l'Europe occidentale est tout de même très laïcisée.
Donc, quand ça apparaît, ou bien alors, je me rappelle des dessins aussi, qui montraient à la place du Christ en croix, il y avait une espèce de personnage un peu bizarre, etc. Bon, enfin, donc oui, ça va choquer la communauté catholique, etc. Mais ça va rarement en procès, ça va rarement au tribunal. Et ça ne crée pas des mouvements de foule avec la mise à feu d'un certain nombre de drapeaux, de choses comme ça. Oui, mais il ne faut pas oublier que quand ça arrive dans une culture où on ne sépare pas la religion de la politique, mais quand je dis qu'on ne sépare pas, ce n'est pas une question de loi, c'est tout simplement qu'à l'intérieur des valeurs de ces populations, il n'y a pas de séparation entre l'action politique et l'action religieuse. Il ne faut donc pas s'étonner, je ne dis pas que c'est bien, je n'ai pas de jugement à ce propos-là, enfin je peux avoir un jugement en tant qu'individu, mais là, dans le cadre de l'analyse, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas s'étonner que ça ait provoqué les mouvements que ça a provoqué dans les pays du Moyen-Orient et dans les pays du Maghreb, surtout dans les pays du Moyen-Orient d'ailleurs. Hein. C'est tout simplement, c'est ça, la question de la responsabilité, c'est se poser des questions sur les effets possibles quand ça va arriver dans un lieu qui n'est pas le vôtre. Parce que c'est très facile de dire dans mon milieu, bah évidemment, bon, ça s'est fait plus d'une fois, après tout, pourquoi pas, etc. Oui, mais qu'est-ce que vous touchez quand vous allez dans un milieu qui, lui, identitairement, ne sépare pas le religieux du politique? Voilà, c'est ça la responsabilité. Maintenant, est-ce que ça doit aller du coup jusqu'à ne pas aller de dénoncer ça par des caricatures? Là, en tant qu'analyste, je ne peux pas le dire. Je veux dire, je n'ai pas de conseils à donner. Moi-même, si j'étais humoriste à ce moment-là, bon, j'aurais à me poser la question, c'est tout, et à voir si je le fais ou si je le fais pas. Mais simplement, c'est ça la prise de conscience. Il ne faut pas qu'il y ait d'échappatoire possible du point de vue de la pensée et du raisonnement. Il ne faut pas qu'on fasse l'autruche. Il faut qu'on constate que, ben voilà, ça provoque ça pour telle raison. Et alors donc, en relation avec ça, voilà un bon exemple. Chez nous, il n'y a pas de délit de blasphème. Ça n'est pas dans la loi pénale. Alors qu'il y a délit de blasphème, justement, dans d'autres contextes culturels. S'il n'y a pas de délit de blasphème, c'est justement parce qu'on considère qu'on peut faire de l'humour et critiquer les religions. Voyez, bon, donc c'est facile, s'il n'y a pas de délit de blasphème chez nous, on peut s'en donner à cœur joie. Mais une fois de plus, il faut s'interroger sur l'extérieur, sur ce pluriel qui consiste à prendre conscience que l'autre n'est pas ce que je suis, ce qui ne veut pas dire que je vais forcément applaudir à ce qu'est l'autre. Mais ça, c'est la conscience de chacun après qui va le dire. Donc, on est pluriel. Effectivement, quand j'étais à Tel Aviv, je me suis aperçu que les Juifs adoraient aller dans les restaurants arabes parce qu'ils estimaient qu'on mangeait bien mieux que chez eux, etc. Enfin bon, c'est vrai, c'est très très étonnant. Quand on est à Jérusalem Ouest, on est à Jérusalem Ouest, mais il y a plein de Palestiniens. On passe à Jérusalem Est. Bon, on va dans les souks, etc. Et il y a plein de Juifs qui sont dans les souks, etc. Et puis d'un seul coup, on a l'impression que le moindre étincelle, ça peut exploser. Bon, voilà les différences. Alors, pour la question du détournement, oui, alors ça c'est assez intéressant, parce que justement, je disais, est-ce qu'on est sur la scène humoristique ou pas? Et moi, je me souviens de travaux qui avaient été faits par des étudiants, non, des élèves d'un certain établissement, dans le cadre d'une campagne anti-tabac, et qui avait pris les logos et les images des paquets de cigarettes, des gitanes et autres, non, ils avaient transformé, et de façon humoristique et même sarcastique,
pour montrer que, en fait, de gitanes qui étaient en train de danser, c'était des espèces de monstres venant de l'au-delà avec le cancer qui devait, etc. Bon, donc il y a des détournements. Alors, quand on est dans un meeting, est-ce qu'on a le droit, justement, d'attaquer? Eh bien, oui, oui. En tout cas, la jurisprudence le dit. Hein. C'est vrai que c'est pas la scène humoristique. Là, on est pour le coup dans une scène militante, hein, mais on critique l'autre, hein, pas soi-même, évidemment. On est dans une scène militante, et là, il y a une espèce de droit, hein, à pouvoir, parce que comme le monde politique, le discours politique est par définition un discours de disqualification de l'adversaire, enfin, de l'autre, mais de l'autre qui par définition est un adversaire, qu'il faut contrôler, qu'il faut maîtriser, par lequel il faut passer et qu'à la limite il faudrait liquider, éliminer. Hein. Eh bien donc, il est admis effectivement que dans les meetings politiques, que dans les manifestations, on puisse détourner des propos politiques, par exemple, se moquer d'eux, les renverser, on attaque l'adversaire. Cela dit, c'est pas aussi simple, parce que j'ai un cas très intéressant. Vous vous souvenez du casse-toi pauvre con? Bon, je ne sais pas si vous savez qu'il y a un vulgum pecus, là, comme vous, comme moi, etc., qui, un jour, dans une conférence de presse de Sarkozy, je ne sais plus dans quelle ville, mais enfin je pourrais retrouver, vient faire une conférence de presse. Et lui se trouvait dans le public, et d'un seul coup, fuite, il monte une pancarte où il y a marqué « Casse-toi, pauvre con ». C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Il a été condamné. Donc c'est assez étonnant, parce que c'est pas lui qui dit « Casse-toi, pauvre con ». C'est l'arroseur arrosé. Hein. Il renvoie à l'autre son propre propos. Est-il responsable? Oui, mais là, on a un délit dans le code pénal français qui est outrage à président de la République, à personne élue, représentant du peuple, hein, ou à magistrat. C'est dans le code pénal, l'outrage. Pas blasphème, mais outrage. Et donc, au nom de ça, il a été condamné. Sauf que la Cour européenne est arrivée par-dessus en disant que c'était inique, cette condamnation. Est-ce qu'il y avait des guillemets sur la pancarte? Comment? Est-ce qu'il y avait des guillemets sur la pancarte? Non. Il y avait juste ça. Hein. Casse-toi, pauvre con, c'est tout. Et oui, on ne disait pas que... Enfin, bon, tout le monde savait de quoi il s'agissait. Donc, c'est un cas de détournement. Mais c'est un cas de détournement vraiment astucieux et justifié, hein, qui est l'histoire, vous voyez, de renvoyer à l'autre ses propres propos. Est-ce que ce n'est pas à cause, justement, de la pression, en l'occurrence, politique, que les juges se sont prononcés en France, puisque la Cour européenne a jugé, elle ne peut pas casser la Cour européenne, mais elle peut dire que c'est légitime ou ça n'est pas légitime. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions? Alors, tout à droite. Ici, le monsieur avec la chemise bleue. Allez-y, oui. Je vous en prie. Bonjour, j'ai bien aimé la présentation de ce sujet. J'ai retenu surtout que l'axe central qui limite les débordements, c'est l'intelligence. Parce que finalement, on n'a pas vraiment de limite bien claire et bien définie. Moi, personnellement, si je prends historiquement l'intelligence, c'est l'intelligence du siècle des Lumières. Et depuis le siècle des Lumières, les choses ont vraiment évolué. Aujourd'hui, en boucle, on voit sur la télévision, donc tout le monde, chacun d'entre nous est concerné par cela, on voit beaucoup d'images et plus elles sont choquantes, plus elles attirent l'attention et plus elles attirent notre sentiment, plus elles nous touchent. Qu'est-ce que vous pensez des rapports donc entre l'humour et ce débordement de
sentimentalisme, je dirais, d'un sentimentalisme sans mesure qui finalement déborde notre intelligence et permet tout. Merci de votre réponse. Merci, monsieur, je vous en prie. Juste une réflexion. Je vois pas. Oui. Si le blasphème n'est pas illégal en France, il s'avère que, par contre, le racisme est un délit, avoir des propos racistes. Et c'est pas pareil non plus de ce point de vue-là. C'est-à-dire que moi, ça me renvoie à la relativité justement de ces notions, de ce qui nous semble fondé à un endroit et qui n'est pas du tout à un autre, quoi. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions à poser? Oui, il y a le monsieur en haut. Et après, si vous voulez, on aura le temps de refaire un tour de questions. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. J'ai 2 phrases à vous citer. Je n'en connais pas les auteurs. Il faut dire aussi, je ne me suis pas donné beaucoup de mal pour les retrouver. Peut-être les connaissez-vous. La première, c'est l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et la seconde, elle concerne la liberté. La liberté n'existe que dans l'esclavage librement consenti. Je vous remercie. Vous pouvez me redire la liberté n'existe? Alors, la première citation, c'était l'humour et la politesse du désespoir. Et la deuxième, c'était la liberté. La liberté n'existe que dans l'esclavage librement consenti. Waouh! Quelqu'un en connaît les auteurs? Oui. Bon, alors, pour la première, il n'y a pas d'autre. Pour la première remarque, réflexion, oui, c'est vrai. Je pense que c'est une caractéristique de notre époque. Bon, il y a toujours eu un peu à toutes les époques. Vous savez, il faut d'abord partir d'un premier présupposé, hein, c'est que la foule, la masse, c'est-à-dire le public, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de plus hétérogène qu'un public. Donc, comment est-ce que vous arrivez à tenir un public? Comment vous arrivez à atteindre un public? Quel peut être le plus petit dénominateur commun, si ce n'est l'émotion? Donc, c'est ça le présupposé, hein. C'est pour ça que le discours publicitaire, le discours politique, tout ce qui est grand discours qui circule dans l'espace public, hein, on dit c'est démagogique. Bah oui, mais il ne faut pas s'étonner, hein. On ne peut agréger des gens qui sont si différents les uns des autres qu'en essayant de toucher ce qui est de l'ordre de l'émotion, de la passion, de la sensibilité. Donc partons de ce présupposé. Et donc, depuis la fin des temps, hein, Aristote l'a bien montré en de plusieurs occasions. Est-ce que maintenant nous sommes dans une époque où ça s'est exacerbé? Est-ce que tout ce qui est de l'ordre du politiquement correct, etc., n'est pas plus excessif qu'avant? Ce que l'on peut constater, c'est 2 choses. D'une part, pour ce qui concerne surtout la télévision, hein, et il faut bien remarquer, d'abord des informations, hein. Pas l'information sans drame, sans conflit, hein. Je veux dire, c'est ce qui alimente en permanence, et en plus de ça, avec les informations, les chaînes d'information continue, hein, vous imaginez, hein, cette espèce de phénomène qui fait qu'en boucle, hein, on vous ramène tout ce qui est susceptible de toucher, enfin d'exprimer des drames, des conflits, etc. Bon. Mais à part ça, à part l'information, on a de plus en plus des émissions dans lesquelles, on parlait tout à l'heure, des émissions qui sont, parce qu'on est peut-être un peu dans le monde de l'hybridité, qui sont hybrides. Quand même, ça c'est un fait nouveau. Avant, vous aviez le sérieux, vous aviez le comique ou l'humoristique, hein, vous aviez des émissions scientifiques, intellectuelles, etc. Maintenant, il y a une espèce pour agréger le plus grand nombre de téléspectateurs, on va faire un peu de tout. Donc, on va faire un peu de sérieux, on va inviter
on va inviter un écrivain, une écrivaine, et puis en même temps, il y a là des snipers qui font des réflexions humoristiques à tout bout de champ pour essayer de voir comment réagit l'écrivain, l'écrivaine, et puis il y en a d'autres qui viennent faire un peu scandale, et puis il y en a d'autres qui font de la provoque, etc., etc. Donc, ce sont des genres très hybrides. Et ça, effectivement, c'est pas le siècle des Lumières. Et c'est ça qui fait cette impression de débordement, de sentimentalisme, hein, plus que de sentiment, d'émotion. Et moi, ce qui me paraît plus inquiétant, c'est que on nous met, nous téléspectateurs, comme si on devait être assignés à réagir passionnellement et assignés à rire. C'est pour ça que d'ailleurs je distinguais les deux au départ. Hein. Dans les émissions de Ruquier, dans les émissions d'Ardisson, etc. Hein, voilà, c'est d'ailleurs, vous savez, les animateurs eux-mêmes se mettent à rire. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un qui vous raconte une histoire, elle peut ne pas être drôle, mais lui, il rit tellement quand il raconte sa propre histoire que du coup, c'est communicatif, vous vous mettez à rire aussi, même si vous ne trouvez pas l'histoire géniale. Bon. Donc, il y a une espèce d'assignation à devoir se montrer ému et à devoir se montrer participant de ce jeu humoristique. Si je dis que c'est inquiétant, c'est parce que on bascule. Hein. Parce que quand c'est le jeu humoristique, ça veut dire que tout ce qui a été dit avant, bon, finalement, ça n'a aucune importance. Ce que vient de nous dire l'écrivain ou l'écrivaine à propos de son livre, si d'un seul coup je démonte ça par tout un tas de jeux humoristiques, de sarcasme, d'ironie, de choses comme ça, eh ben, d'un seul coup, ça annule, hein, ça presque disqualifie tout ce qu'a dit l'auteur en question auparavant. Donc effectivement, c'est peut-être une caractéristique de notre monde que cette espèce d'assignation à alors comment faire, ben, écoutez, c'est la conscience de chacun, essayer de résister contre ça et de transmettre aux plus jeunes une sorte de réflexion comme quoi il faut éviter de se laisser... Parce que c'est de la manipulation, c'est vrai, c'est une forme de manipulation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un monstre caché quelque part qui est en train de vous manipuler, non, c'est des faits de société qui sont auto-manipulants. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et alors, oui, vous soulevez là le problème du consentement, monsieur. Dès l'instant que je suis lucide sur moi-même, je peux me considérer libre. Je suis esclave, je le sais, je l'assume, donc je suis libre. Voilà, ça me rappelle une affiche publicitaire des années 70. Ah, c'est dommage, si je l'avais prévu, ça, je vous l'aurais montré, où on voit une table avec au-dessus une bouteille de whisky, 2 verres, et on voit apparaître une main de femme et une main d'homme. Et la main de femme saisit déjà le verre avec du whisky, alors que la main d'homme n'a pas encore atteint le verre. Puis on voit le dessous de table. Et sous la table, on voit les jambes de la femme, les jambes de l'homme, très chic, bon genre, hein, on voit bien habillé, etc. Hein. Et on voit la jambe de la femme et le pied de la femme qui s'est déchaussé d'une chaussure à talons aiguilles, donc on est dans la haute, hein, et qui, avec son orteil, entre sous le pantalon de l'homme. Rapport de pénétration inversé. Et ce qui est intéressant, c'est que à la cheville de la femme, il y a une petite chaînette. Et moi, je me souviens de ces années où dans les plages, surtout dans les plages de l'océan du sud-ouest, parce que je suis du sud-ouest d'origine, bien que j'ai perdu l'accent béarnais, où les femmes pouvaient commencer à se dénuder, hein, enlever les hauts de leur bikini,
et avait une petite chaînette à la cheville. Pas d'autre bijou que cette chaînette à la cheville. Eh bien, c'est exactement ce que vous venez de dire. Parce que la chaînette à la cheville, c'est le repris de justice, hein, qui va aller dans les centres de... Comment on appelle ça, en Cagne, par là, oui. Au bagne, voilà, merci. Et alors donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, je ne suis esclave que de moi-même, donc je suis libre. Voilà un cas aussi de renversement, hein, et de détournement des symboles, hein, des signes, voilà, qui est une façon de s'approprier. Mais alors, vous voyez ce qui se discute en ce moment beaucoup, hein, depuis MeToo, les affaires Weinstein, qui est la question du consentement. Est-ce que dès lors que l'on prend l'argument du consentement, je peux me considérer libre et donc non agressé? Voilà. Je n'ai pas de réponse. Je vous livre la réflexion. Alors juste encore un exemple pour le pluriel, hein, et les différences entre les contextes socioculturels. Une année, j'avais mon séminaire doctoral, je traitais la question de l'humour. On passait en revue les catégories et entre autres l'ironie. Et il y avait dans mon séminaire un groupe de Brésiliens. Et les Brésiliens me disent « Ah oui, c'est fou !» Donc ils venaient de faire l'expérience un peu de la vie en France. Et il dit « Ah oui, oui, nous on a remarqué, c'est fou ce que vous les Français, vous êtes ironiques. » Je dis « Ah bon, vous ne pratiquez jamais l'ironie ?» Bon, l'ironie, vous savez, basiquement, hein, c'est dire le contraire de ce qu'on pense, mais en signifiant à l'autre qu'on dit le contraire de ce qu'on pense. C'est pas le mensonge, hein. Bravo, on dit à un enfant qui vient de casser un verre ou une tasse. Hein. Bon. Et l'enfant comprend qu'on n'est pas en train de le féliciter. Bon. Je dis, alors vous ne pratiquez pas cette antiphrase comme ça, dire le contraire de ce qu'on pense en le montrant? Donc on commence à travailler là-dessus, etc. Et puis on découvre quelque chose. C'est que les Brésiliens pratiquent l'ironie comme les Français, mais ne prennent jamais pour cible l'interlocuteur. On peut faire de l'ironie sur le tiers, mais pas sur l'interlocuteur. Et ce qu'ils avaient remarqué, c'est qu'en France, on peut faire de l'ironie sur l'interlocuteur, à charge pour l'interlocuteur de répliquer aussi avec un acte ironique. Et j'ai découvert, donc une fois de plus, de par ma double formation hispanique, que tous les latino-américains découvrent que les Français sont très agressifs dans la relation sociale. Parce qu'on a ce côté, ça va pas à la tête, non? Bon. On a ce côté à prendre pour cible l'interlocuteur. Et pour des gens qui, dans la culture, tout reproche fait à l'autre peut être considéré, enfin, même pas tout reproche fait, toute réflexion un peu critique qui prend l'autre pour témoin, qui est adressée à l'autre, est reçue comme une agression. Hein? C'est pour ça qu'il y a tout un vocabulaire, toute une façon de parler qui fait que on fait du holiday on ice. Hein? On critique le tiers, mais on critique jamais l'interlocuteur. Voilà encore un fait culturel, voyez, cette pluralité dont il faut tenir compte avec l'esprit de responsabilité, mais qui nous met toujours dans des situations parfois de malentendus terribles, quoi. Voilà. Monsieur, on peut reprendre des questions. Vous voulez en poser une autre? Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question pour un dernier tour? Oui, je crois que tout le monde est un peu fatigué, non? Oui. Bon, alors, on va remercier Monsieur Patrick Charodeau pour son intervention.